Bonjour mesdames et messieurs, je vous remercie de nous rejoindre à ce webinaire. Ce matin, nous allons vous parler de Covid et entreprise, comment accompagner les salariés fragiles. Donc, je suis accompagnée justement ce matin du docteur Christine Manteau, qui est médecin inspecteur régional du travail à la Directe Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis accompagnée également de Muriel Esposito, qui est chargée de mission prévention de la désinsertion professionnelle à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Je termine par moi-même, je suis Marina Séché, ingénieure conseil à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais commencer par vous parler de technique, puisqu'effectivement, vous êtes avec une application qui s'appelle GoToWebinar. Et il y a quelques fonctionnalités quand même à connaître. Vous pouvez, à gauche de votre écran, agrandir ou réduire la fenêtre, afficher le webinaire en plein écran ou simplement avec une petite fenêtre. Vous pouvez quitter le webinaire complètement à droite avec la croix. Et surtout, parce que ce webinaire se veut interactif, vous pourrez poser une question dans le chat, dans l'onglet « Questions chat ». Il est vrai que vous pouvez avoir des problèmes de son à un moment ou à un autre. Si ce problème arrive, vous pouvez cliquer sur audio et puis vous aurez des instructions à suivre, un numéro de téléphone à appeler, des codes d'accès et un code PIN, ce qui vous permettra très aisément de suivre le webinaire avec une ligne téléphonique. Commençons donc par vous présenter le déroulé du webinaire. Donc, l'objectif, c'est bien sûr de sécuriser le maintien en emploi des salariés fragiles. Nous allons aborder plusieurs thématiques avec tout un échange autour de Covid et salariés fragiles. Le docteur Manteau vous réexpliquera qui est concerné. Avec l'éclairage du décret du 10 novembre 2020, donc tout à fait récent. Je reprendrai la parole pour vous parler des bonnes pratiques de prévention dans le cadre de l'emploi des salariés fragiles dans cette période. Et puis Muriel Esposito vous parlera des partenaires du maintien en emploi et de toutes les personnes qui peuvent vous accompagner et vous aider à sécuriser le maintien en emploi de vos salariés fragiles. Donc, nous avons prévu à peu près une demi-heure de présentation, donc jusqu'à 10h30, et puis nous aurons un temps de questions-réponses avec vous, voilà, jusqu'à peu près maximum 11 heures. Voilà. Eh bien, je vais donner la main au docteur Manteau pour la suite du webinaire. Merci Marina et bonjour à tout le monde. Alors, en effet, donc les salariés vulnérables, de qui parle-t-on? Donc, on dit salariés vulnérables ou salariés fragiles. En fait, ce sont des personnes qui risquent de développer une maladie Covid grave. En effet, cette maladie Covid, actuellement, au cours de la deuxième vague, on estime à peu près 8% qui nécessitent une hospitalisation et 2% une hospitalisation avec réanimation. Donc, dès le départ, en fait, de la crise, donc en début d'année, il y a eu une volonté d'identifier ces salariés vulnérables. Ce sont en fait des personnes qui présentent une pathologie chronique pour justement éviter qu'ils développent une forme grave de la maladie et également pour protéger le système de soins. Donc, le Haut Conseil de santé publique, qui est composé d'experts, se sont réunis depuis le début de la crise pour justement lister ces personnes quelles maladies chroniques qui correspondent donc à ces salariés vulnérables. Donc, depuis le début de la crise, on a une meilleure connaissance du virus, notamment au niveau thérapeutique. On a des évolutions qui sont particulièrement intéressantes et également au niveau prévention, c'est-à-dire que ce virus, on le connaît mieux, on sait mieux comment on peut se contaminer, notamment au travail, et bien évidemment, comment on peut alors se protéger par rapport à ce virus, notamment au travail. Donc tout au début, donc on a eu le décret du 5 mai 2020 qui a donné donc une liste de maladies chroniques et puis les personnes vulnérables ont pu bénéficier d'arrêt maladie puis d'activités partielles pour justement les protéger des contaminations.
Au cours de l'été, le taux d'incidence du virus était vraiment moindre et on connaissait mieux aussi comment se protéger au niveau du travail. Donc, il y a eu une volonté de faire revenir au travail en présentiel ces salariés vulnérables. Tout d'abord pour éviter la désadaptation professionnelle, éviter donc l'arrêt maladie longue durée ou activité partielle sans travail de façon prolongée, et puis également donc lutter contre la perte des compétences professionnelles. Alors, le 29 août, on a eu un nouveau décret qui a particulièrement réduit la liste des pathologies chroniques, mais ce décret a été abrogé par le Conseil d'État. Donc, à nouveau, le décret du 5 mai s'appliquait jusqu'au 10 novembre, où un nouveau décret est apparu et c'est ce décret que je vais vous présenter. J'arrive pas. Ouais, nouvelle diapo. Alors, en effet, au niveau des critères de vulnérabilité, on a l'âge. Donc, il faut savoir qu'à partir de 45 ans, on commence à avoir un petit peu plus de risques si on contracte le Covid. Mais bien sûr, ce risque, il augmente plus l'âge augmente. Sinon, on a les antécédents de maladies cardiovasculaires et surtout l'hypertension artérielle compliquée, le diabète, les pathologies respiratoires, l'insuffisance rénale chronique, les cancers évolutifs sous traitement et l'obésité. L'obésité est un facteur de risque particulièrement important, surtout si l'IMC est supérieur à 30. On a également les immunodépressions, la cirrhose, les syndromes drépanocytaires, le troisième trimestre de la grossesse. Et enfin, le dernier paragraphe, ce sont les pathologies qui ont été ajoutées donc du décret du 10 novembre. Ce sont des pathologies qui peuvent avoir une incidence d'ailleurs au niveau pulmonaire. Donc, si la personne présente une de ces pathologies, donc elle peut être considérée comme salariée vulnérable. Elle peut alors se déclarer auprès de son employeur et cet employeur doit, cet employeur doit mettre la personne en première intention en télétravail. Et si le télétravail n'est pas possible, il faut mettre en place des mesures de protection renforcées du travail au niveau présentiel, avec notamment un isolement du poste de travail, c'est-à-dire avoir un bureau individuel. Il peut également adapter les horaires de travail, donc soit la personne peut venir plus tôt ou plus tard pour justement éviter les taux d'affluence au niveau des transports en commun. Il peut également ajouter des protections matérielles, par exemple des plaques de plexiglas pour protéger le bureau. Donc, il est rappelé que les gestes barrières renforcés doivent être appliqués et surtout donc l'hygiène des mains. En effet, c'est une mesure particulièrement importante au cours de cette crise sanitaire. Nettoyer, désinfecter les postes de travail avant et après le travail, également toutes les surfaces touchées, mais c'est ce qui est prévu par le protocole national de déconfinement. Et enfin, mise à disposition des masques chirurgicaux. Il faut savoir qu'un masque chirurgical, il faut le changer toutes les 4 heures. On le change s'il est humide ou mouillé. Et également, donc, prévoir des masques chirurgicaux au cours des transports. Alors, si l'employeur estime que les conditions de travail ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, donc dans ce cas-là, à la demande du salarié, il fait une demande d'activité partielle, donc mise en chômage partiel. Donc, c'est une demande qui est faite au niveau du pôle économie de la directe et il faut un certificat établi par un médecin comme quoi le salarié est bien un salarié vulnérable. Il peut y avoir un désaccord entre l'employeur et le salarié par rapport aux mesures de protection qui sont mises en place. En effet, le salarié peut estimer que ces mesures de protection ne sont pas suffisantes et ne pas se sentir protégé à son poste de travail. Donc, dans ce cas-là, c'est le salarié qui saisit le médecin du travail et c'est le médecin du travail qui doit apprécier ces mesures de protection et qui devra trancher. Donc, le médecin du travail va échanger avec le salarié, également avec le médecin du travail. Il va certainement faire une étude de poste et il peut aussi demander à un membre de son équipe pluridisciplinaire pour mener cette étude de poste. Il peut s'agir du collaborateur médecin ou d'un infirmier ou un intervenant en prévention des risques professionnels.
Il faut savoir qu'en attendant l'avis du médecin du travail, le salarié est placé en activité partielle. Donc, le salarié vulnérable est vraiment au cœur du dispositif. C'est lui, donc, comme il a une pathologie chronique, il est en lien de façon régulière avec son médecin de soins. Donc, ça peut être le médecin traitant ou le médecin spécialiste. Il peut saisir le médecin du travail à tout moment et dès le début de la crise, donc les médecins du travail ont été particulièrement mobilisés auprès des salariés vulnérables. Il faut faire donc une visite, c'est ce qu'on appelle les visites à la demande, que le salarié soit en activité partielle ou en arrêt de travail ou en activité, il peut demander une visite auprès de son médecin du travail. Et c'est le salarié vulnérable qui se déclare auprès de l'employeur. Donc, le médecin du travail donc, a un rôle d'information sur les risques, donc risques liés à la santé, risques notamment liés à la crise sanitaire Covid, donc auprès des salariés. Il apprécie la compatibilité du poste de travail. Donc, en effet, il a la connaissance de l'état de santé du salarié, il a la connaissance du poste de travail et éventuellement d'autres postes qui pourraient être occupés au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Et il peut aussi avoir un avis sur les mesures de prévention qui sont mises en place. Le médecin de travail donc peut faire des préconisations à l'employeur, donc il peut demander des aménagements de poste de travail, voire un changement de poste de travail. Et pour toutes ces démarches, il me semble important qu'il y ait le consentement éclairé du salarié. Du côté de l'employeur, bien évidemment, on a tous compris maintenant, le télétravail est la première mesure de prévention à mettre en œuvre. Ça permet d'éviter les risques. Dans le cas où le télétravail n'est pas possible, il convient d'évaluer les risques professionnels en tenant compte des modalités de transmission de cette maladie, mais également en lien avec les évolutions et les nouvelles conditions de travail. Cette évaluation des risques professionnels peut être formalisée évidemment dans le document unique. L'INRS a publié sur son site internet un plan d'action Covid-19 qui peut vous permettre de vous aider dans l'élaboration de cette évaluation. L'employeur va également mettre en place du coup les mesures de prévention adaptées issues de cette évaluation pour supprimer les risques de contagion sur le lieu de travail. Donc, ça peut conduire à des aménagements de poste, évidemment. Ça peut amener à des changements de pratique. Donc, l'idée, là, ça va être de préparer avec le salarié concerné les nouvelles modalités de travail et, si possible, d'expliquer aux collègues, si le salarié est d'accord, expliquer aux collègues la nouvelle situation de travail. Il est vrai que le changement de pratique peut être important si on imagine un salarié qui est fragile et qui fait du contrôle de pièces, par exemple dans une usine de métallurgie. Tout ce qui va être transmission de pièces, désinfection des pièces va être très important, ainsi que les éventuels passages dans les bureaux qu'on peut imaginer à vraiment réduire au maximum pour protéger le salarié. Donc le télétravail, je vais y revenir puisque c'est la première mesure de prévention. Le télétravail, c'est un grand changement dans l'entreprise. Ça a été mis en place de façon assez rapide au mois de mars, souvenez-vous. Nous avons tous appris, bien sûr, de ce moment de télétravail. Les risques psychosociaux me semblent être un point de vigilance particulier à apporter, même si ce n'est pas le seul risque du télétravail, mais c'est un risque important. Et dans le cadre des salariés fragiles, je vais vous exposer quelques points de vigilance qui sont issus ou en lien, en tout cas, avec les facteurs de risque de Golac, qui vont être par exemple en lien avec la charge de travail, puisque de trop longues heures de travail vont rendre difficile la séparation vie pro-vie personnelle, vont augmenter la charge mentale, mais également attention à la sous-charge de travail, où là, le risque, ça va être que le salarié fragile, isolé en télétravail depuis parfois plusieurs mois, risque de se sentir inutile ou avoir en tout cas un sentiment de ne pas contribuer. Donc, une vigilance par rapport à cette charge de travail. Les difficultés qui vont survenir également, ça va être la difficulté potentielle d'accéder aux informations,
ou éventuellement de résoudre des problèmes techniques en lien avec les outils numériques que nous avons appris et que nous apprenons à maîtriser en ce moment. Le salarié donc fragile, isolé chez lui en télétravail, va peut-être devoir cacher ses difficultés, va peut-être devoir montrer un certain enthousiasme et masquer un petit peu ses difficultés. Et puis, avec la potentielle différence de traitement qu'il peut y avoir avec ses collègues qui vont, eux, rester face à face avec le public, un sentiment d'inéquité ou à contrario de favoritisme. Il faut imaginer aussi qu'un salarié fragile peut être fraîchement embauché et il peut avoir des difficultés d'autonomie et ça peut être très responsabilisant dans le travail, l'organisation du travail et la gestion des problèmes d'être à distance. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que ces facteurs de Golag peuvent être pris dans le sens de la protection. Et ça peut être aussi valorisant, à contrario, d'être en télétravail, d'avoir cette responsabilité, cette autonomie. Et c'est à favoriser quand ça fonctionne bien, évidemment. Cet isolement des collègues peut conduire à peut-être des modifications dans les relations interpersonnelles, y compris avec l'encadrement. Donc, je reviendrai sur ces points de vigilance juste après. J'en parlais tout à l'heure du sentiment potentiel d'inutilité et c'est vrai que le fait d'être éloigné et d'avoir l'impression de contribuer différemment peut altérer le sens du travail. Donc, un point de vigilance par rapport à ça. Et puis, on a bien évidemment une situation économique qui peut être fragile dans l'entreprise. La situation du travailleur isolé à distance peut être fragile aussi et ça peut conduire à des incertitudes sur l'avenir. Il convient là évidemment de rassurer au maximum et d'être tout à fait transparent sur la situation de l'entreprise et sur la situation du poste de travail. Je voudrais insister aussi dans cette rubrique-là sur les changements qui peuvent intervenir, changements dans la répartition des tâches. C'est-à-dire que le travailleur isolé, on peut lui confier des tâches plus administratives et ça peut peut-être entrer en conflit avec des collègues qui, eux, vont devoir être en frontline et du coup avoir des tâches un peu différentes. Et ce changement d'organisation est à observer, est à noter et à prendre en compte. Alors, les risques psychosociaux ne sont pas les seuls risques dans le télétravail. Il y a bien sûr des risques en lien avec l'organisation de son poste de travail et la sédentarité, donc qui conduisent tous les deux à des risques de troubles musculo-squelettiques. J'en ai fini avec ces points de vigilance. Je vais vous parler du coup des bonnes pratiques du télétravail, avec ce regard bien sûr que je viens d'évoquer sur les différents risques. Pour le salarié, on va essayer de l'inciter à aménager correctement son poste de travail. L'organisation en faisant des pauses et en respectant ses horaires vont lui permettre de respecter sa vie pro et sa vie perso. L'utilisation des moyens de communication à distance à bon escient vont lui permettre de moins se sentir isolé, de pouvoir communiquer avec sa hiérarchie, avec ses collègues. Et choisir le meilleur moyen de communication va lui permettre bien de choisir un moyen de communication qui n'empiète pas trop sur sa vie privée, mais qui en même temps va lui faciliter les échanges, puisqu'il est important pour le salarié fragile et isolé depuis plusieurs mois de rester en contact peut-être quotidien avec ses collègues et sa hiérarchie. Pour les encadrants, ce qu'on va proposer, c'est de s'assurer d'un contact régulier et d'être vigilant sur ce lien et ces risques psychosociaux que je vous ai parlé, que je vous ai évoqués tout à l'heure. De bien respecter le droit à la déconnexion, puisque le salarié isolé fragile va vouloir être disponible peut-être. Et puis d'adapter les objectifs et le suivi de l'activité. J'en ai parlé, cela concerne en fait la charge de travail qui doit être juste adaptée. Le manager va devoir poursuivre les rencontres du collectif en conciliant au maximum le virtuel, si possible le présentiel, mais en tout cas en communiquant au maximum et en gardant ces rituels du collectif. Et puis enfin, réguler les tensions entre les salariés qui ont peut-être des situations différentes et qui ne vivent pas les choses de la même façon.
Je rajouterais même rassurer avec les dirigeants de l'entreprise en accompagnant eux, les managers de proximité. L'entreprise peut assurer une assistance à distance pour l'usage des outils informatiques et de communication, bien communiquer aussi sur les bonnes pratiques de ces outils, et puis organiser, mettre en place les formations nécessaires. Je vais passer la parole à Muriel Esposito pour la partie plus accompagnement. Merci Marina. Les salariés fragiles qui sont en arrêt de travail, j'essaye de pouvoir avancer mes diapositives, peuvent être accompagnés par le service social de la CARSAT. Le service social de la CARSAT est spécialisé en santé. Ce sont 127 personnes réparties dans toute la région Bourgogne et Franche-Comté, avec des conseillers de service d'assurance maladie et des assistants de service social qui sont là pour accompagner les assurés éloignés de l'emploi du fait de leur santé. Donc, maladie, accident, on sait qu'avec la crise de la Covid, les soins ont été parfois retardés, que les arrêts se sont prolongés, qu'il y a de nouvelles personnes fragilisées par cette maladie. Et puis des personnes, ça a été dit lors d'un dernier sondage IFOP, qui sont aussi dans des grandes détresses psychologiques. Donc le service social de la CARSAT est là sur les territoires pour les accompagner. Il accompagne les salariés qui ont un contrat de travail au moment de leur arrêt, mais aussi les indépendants. L'offre de service, elle part d'un principe déjà, plus la personne est repérée, accompagnée tôt, plus on a de chances de sécuriser son parcours de maintien dans l'emploi. L'accompagnement du service social se fait aussi bien de façon individuelle, et là nous allons privilégier évidemment les entretiens téléphoniques en ce moment, mais le service reçoit aussi en entretien de visu avec toutes les mesures de protection adéquates. Le collectif, pour l'instant, est un peu en arrêt, mais le service social en temps normal peut aussi proposer des accompagnements en collectif. L'assistant de service social, pour pouvoir accompagner la personne fragilisée dans son retour à l'emploi, pendant son arrêt, va établir un diagnostic socio-professionnel et accompagner tout au long de la période l'assuré avec une feuille de route qui va retracer tous les points de l'accompagnement. Bien sûr, le service social travaille aussi en partenariat pour sécuriser chaque étape et passer le relais en toute sécurité avec ses partenaires qui sont les Cap Emploi, l'ADAPT, l'AGFIP, le médecin du travail, le docteur Manteau l'a dit, avec les visites de pré-reprise qui sont très importantes avant de reprendre son poste en toute sécurité. Pour joindre le service social, ça devrait s'afficher, voilà. Comment le joindre? Avec le 3646 ou depuis son compte personnel Amélie. Il faut savoir que tous les entretiens sont complètement confidentiels et qu'il n'y aura rien qui sera dit en dehors de l'entretien. Une mesure que nous souhaitons vous présenter, qui est une mesure de remobilisation proposée par l'assurance maladie, il s'agit de l'essai encadré. L'essai encadré, c'est la possibilité de renouer en toute sécurité avec son poste de travail, tout en étant en arrêt, en conservant le bénéfice de ses IJ, et pour l'entreprise en ayant
tous ces risques AT-MP de couverts. Donc, pendant 14 jours, suite à une visite avec le médecin du travail, le médecin traitant, on peut mettre en place, avec l'accord de l'assurance maladie, un essai encadré. C'est renouvelable une fois. Ça permet quoi? Ça permet de tester ses capacités de retour au travail, de tester ses besoins d'aménagement horaire, d'aménagement du poste de travail, de pouvoir mettre les choses en place avec l'aide de Cap Emploi, de l'AGEFIP. C'est aussi un beau travail partenarial pour pouvoir sécuriser le retour à l'emploi des salariés fragiles. Donc, je vous ai mis le lien quand vous recevrez le PowerPoint sur une vidéo de 5 minutes qui explique entièrement ce dispositif avec tous les acteurs qui sont concernés. Une récente étude parue sur le site de Centre Info, donc information sur la formation professionnelle, dit que depuis mars, les salariés qui sont en arrêt de travail du fait de la maladie, de leur fragilité, se sont beaucoup plus formés grâce à des dispositifs, grâce à leur compte personnel de formation. Pour pouvoir être accompagné dans cette démarche, le bon relais, c'est le conseiller en évolution professionnelle. Donc, sur le site mon-cep.org, les personnes peuvent trouver le bon contact. Là, ça marche aussi parfaitement à distance et c'est un accompagnement entièrement gratuit. La personne peut aussi alimenter son compte personnel de formation pour pouvoir faire un bilan de compétences, une validation d'acquis d'expérience. D'après le Centre Info, ce sont surtout les formations en langue, en informatique qui ont été choisies depuis le mois de mars. Enfin, la dernière diapo, voilà. Enfin, les salariés en situation de handicap, les personnes en situation de handicap, un petit rappel, pour se former, elles bénéficient non pas de 500 mais de 800 € par an sur leur compte personnel de formation. L'AGEFIP, le partenaire de la CARSAT, a mis en place aussi des aides exceptionnelles pour se former, mais aussi pour être écouté pour toutes ces situations de stress, ces difficultés de repérage. Je vous ai mis aussi le lien sur le support. Et puis, un petit focus sur un décret qui vient de paraître le 2 octobre, qui va enrichir l'offre des services, des centres de réadaptation professionnelle, une palette de services étoffés à retrouver sur le site en lien. Donc, pour résumer ce webinaire, en conclusion, nous pouvons dire que les employeurs sont en première ligne pour la mise en place des actions de prévention, que le médecin du travail est là en accompagnement du salarié et de son employeur, que le salarié est acteur de son maintien au travail au centre du dispositif et qu'il peut se tourner vers tous les partenaires du maintien en emploi qui vont sécuriser son parcours. Je vous remercie de votre attention et nous allons pouvoir répondre aux questions qui sont arrivées. On vous aura mis aussi à la suite du PowerPoint tout un dossier documentaire, des liens qui ont été réalisés par le service documentation de la CARSAT, que je remercie. Merci Muriel. Maria, je te laisse la main. Effectivement, nous avons reçu des questions. La première, je la prends hop là, en direct. Parmi les bruits qui courent, l'un pourrait concerner la difficulté de certains salariés à se déclarer comme vulnérables par peur d'être stigmatisés. Est-ce que nous en savons quelque chose? Est-ce que c'est des choses qui ont déjà été observées? Je pense que c'est ça la question.
Prends la parole, Marina? Oui, bien sûr. Oui, en effet. Oui, en effet. Alors ça, c'était vraiment une inquiétude que nous avions déjà au niveau de l'inspection médicale du travail, justement. Oui, cette stigmatisation, bien évidemment, puisque il y a des pathologies, donc et puis il y a la problématique en effet du secret médical. Il faut que le secret médical soit conservé. Et d'ailleurs, il y a eu au cours de cette crise aussi une mobilisation des associations de malades qui justement étaient inquiets par rapport à ce dispositif et puis en effet pourquoi pas cette stigmatisation. Donc on estime qu'à peu près 20% des salariés ont une pathologie chronique, donc avec des répercussions plus ou moins importantes sur la santé. Ce dispositif, voilà, non, enfin normalement le but c'est de protéger quand même ces salariés sur le risque de ne pas développer une maladie Covid grave et puis aussi de protéger le système de soins qui est déjà en tension et surtout au moment de la première et deuxième vague où là vraiment il fallait protéger ce système de soins et bien évidemment on espère que que ce dispositif ne va pas, s'il y a licenciement, que ce ne sont pas ces salariés vulnérables qui seront licenciés. Donc ça, c'est évident, mais le but vraiment, c'est de protéger les personnes. Et puis, il n'y a pas d'obligation à se déclarer auprès de l'employeur et même du médecin du travail, puisque voilà, c'est le salarié qui choisit et c'est là où l'information est vraiment importante par le médecin de soins, par le médecin du travail et après d'être vigilant pour protéger les personnes et bien sûr qu'elles ne soient pas pénalisées par le fait de s'être déclarées salariées vulnérables. Mais nous avons été vraiment très, très vigilants par rapport à ça et aussi par rapport au respect, voilà, secret médical et respect des droits également. Effectivement, ça rejoint une question. La responsabilité en tant qu'employeur est-elle engagée si un salarié fragile vient en présentiel sans qu'il se déclare fragile? Alors en effet, il y a des salariés vulnérables qui ont des pathologies chroniques qui n'ont pas déclaré à leur employeur, qui n'ont pas sollicité le médecin du travail pour bénéficier d'aménagements pour différentes raisons. Et dans ce cas-là, l'employeur, de toute manière, il n'a pas connaissance de cette vulnérabilité. Donc pour moi, sa responsabilité n'est pas engagé s'il met en place les mesures de prévention pour tous les salariés, enfin pour tous les salariés en fonction du dernier protocole de déconfinement. À partir du moment où les gestes barrières sont appliqués et qu'il y a des actions de prévention pour lutter contre le Covid pour tous les salariés, pour moi, l'employeur, sa responsabilité ne sera pas engagée s'il n'a pas su que tel salarié était en situation de vulnérabilité. Et il existe aussi des cas de ce type. Et ça me paraît important aussi d'un point de vue éthique. Voilà. D'accord. Je rappelle aussi que l'employeur doit informer les salariés de ce risque important de Covid pour les salariés vulnérables, pour que les salariés vulnérables soient bien informés par les médecins, mais également par l'employeur. Oui, Alors, tout à fait, Marina. En effet, il faut que l'employeur dise à tous les salariés qui peuvent se déclarer. Ça, c'est important, en effet. Pardon. Les conséquences sont vraiment très, très graves. Existe-t-il un document spécifique lorsque le salarié demande l'isolement à son employeur? Est-ce qu'il y a un formulaire? Il n'y a pas de formulaire spécifique. Par contre, l'employeur peut demander le certificat médical. Donc là, c'est plutôt souvent c'est le médecin de soins qui va faire ce certificat, puisque normalement la personne, elle voit quand même son médecin de soins régulièrement. Ça peut être aussi le médecin du travail, mais je pense que le médecin de soins a toute sa place auprès des salariés vulnérables. Donc, il n'y a pas de formulaire type. Par contre, il peut y avoir ce certificat. Et pour bénéficier donc de l'activité partielle, le certificat du médecin est obligatoire. D'accord.
J'ai une question sur comment les bénéficiaires, donc là c'est plutôt pour Muriel, comment les bénéficiaires en arrêt peuvent saisir le service social de la carte SAT, comment doivent-ils s'y prendre? Tu nous avais présenté, Muriel, un numéro de téléphone, mais je te Oui, laisse répondre. il s'agit du 36 46 ou via le compte Amélie. Il y a la marche à suivre pour saisir le service social de la CARSAT. Donc, soit 36 46, soit via le compte Amélie. Merci. Encore une question pour Muriel. Il me semble que l'essai encadré pouvait durer 3 jours maximum. Cela a-t-il changé depuis la pandémie? Alors, ça a changé, pas depuis la pandémie, mais un tout petit peu après. C'était dans les tuyaux depuis un moment. Il est passé, cette mesure de remobilisation de l'assurance maladie est passée à 14 jours, fractionnable, donc ça peut être 28 demi-journées, et renouvelable une fois pour vraiment prendre le temps de sécuriser ce retour à l'emploi. Merci Muriel, pardon. J'ai une question concernant le rôle des CSSCT, du CSE, j'imagine, et des instances représentatives du personnel dans le dispositif. Donc là, je vais répondre. Évidemment, le dialogue social est très important tout au long de l'évaluation des risques et de la mise en place des mesures de prévention adaptées. Donc, le CSE et plus largement les instances représentatives du personnel ont tout leur rôle à jouer pendant cette évaluation pour la mise en place des solutions et pour le dialogue social au cas par cas. Alors, je parlais plutôt du collectif, mais aussi au cas par cas, avec des salariés qui pourraient se poser des questions ou qui pourraient avoir des doutes sur les mesures de protection qui sont mises en place par l'employeur. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Voilà, j'ai une autre question. Oui, ça concerne... Ah bah là, du coup, j'ai affiché la bibliographie. Ça concerne, voilà, un salarié fragile de mon entreprise vit très mal l'isolement en lien avec le télétravail, pardon, depuis le mois de mars. Est-ce qu'il est possible de le faire revenir en présentiel alors qu'il a une activité télétravaillable? Alors, je dirais que chaque situation est quand même personnelle et à traiter de façon individuelle et aussi peut-être avec le plus de bon sens possible. En effet, c'est important aussi de lutter contre l'isolement. Donc, ce qui est important quand même, c'est d'appliquer quand même les recommandations du ministère du Travail et notamment le télétravail, puisque je dirais que c'est la mesure là où le salarié vulnérable sera le plus protégé, hein, puisqu'il est isolé chez lui, donc il y a peu de risques de contamination. Par contre, s'il est en difficulté professionnelle, c'est important aussi justement d'avoir un management adapté par rapport à cette situation-là. Donc, je dirais que c'est aussi au manager de voir qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner la personne, comprendre comment cette personne se sent isolée. Est-ce que c'est le fait de ne pas être en contact avec ses collègues? Est-ce que c'est le fait de se sentir isolé d'un point de vue professionnel? Et mettre en place les choses qui vont pouvoir permettre de se sentir moins isolé. En effet, avec les collègues, on peut aussi communiquer en audioconférence, en visioconférence. Enfin, je veux dire, ce sont des nouveaux outils qui justement peut-être se dire c'est l'occasion de les utiliser, de les mettre en place au cours de cette crise Covid. Et après, quand on prend cette habitude-là, je dirais qu'au bout d'un certain temps, on est quand même plus à l'aise et puis finalement, on perçoit les choses un petit peu différemment et on se sentira aussi un peu moins isolé. Donc après, faire revenir de façon très ponctuelle, si vraiment c'est nécessaire
pourquoi pas, mais quand même toujours se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire cet accompagnement d'une façon différente en utilisant des outils techniques qui quand même se sont vraiment bien développés, et peut-être revoir aussi nos modes de travail. Et je pense qu'on peut travailler avec des collègues de façon très satisfaisante aussi à distance. Merci. J'ai encore une question, j'en ai même plusieurs là qui viennent d'arriver. Bonjour, après de longs mois d'arrêt de personnes fragiles, quelles sont les étapes pour une reprise au travail ou en télétravail conformément au décret du 10 novembre? Alors, eh bien, donc il y a eu plusieurs mois d'arrêt de travail ou d'activité partielle, et c'est vrai que la désadaptation professionnelle peut s'installer rapidement. Et c'est pour ça que cet été, il y avait quand même un message en disant il faut que les salariés vulnérables reprennent en présentiel pour remettre le pied au travail. Alors, s'il y a télétravail, est-ce qu'il peut y avoir différentes étapes? En effet, il peut y avoir une perte même au niveau professionnel sur les rythmes de travail. Donc, ça peut nécessiter un accompagnement. Donc là, toujours, ce qui est important, c'est la place du manager de proximité, et également, pourquoi pas, le médecin du travail, s'il y a des facteurs psychologiques qui font qu'on peut être désadapté. En plus, on ne sait pas des fois les personnes, par exemple, si elles vivaient seules. Je pense qu'il peut y avoir aussi un isolement social qui peut majorer les difficultés de santé, et même parfois, donc, et ces difficultés-là peuvent avoir une répercussion sur le travail. Et c'est vrai que l'employeur ou le manager de proximité peut être face à des fois des situations qui peuvent quand même, il peut se sentir un peu dépassé. Et c'est là où le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire vraiment a toute sa place pour justement trouver la meilleure solution, accompagner les personnes. En effet, maintenant, dans les services interentreprises, vous pouvez avoir des psychologues, vous pouvez avoir voilà, des personnes qui peuvent aussi accompagner, et parfois, ça peut être aussi nécessaire. Et s'il y a nécessité, par exemple, d'une reprise progressive, si c'est un arrêt maladie qui est long, il y a aussi la possibilité du mi-temps thérapeutique, et c'est là où le médecin de soins aussi a toute sa place pour favoriser ce retour au travail et dans les meilleures conditions. Et parfois, si l'isolement ou l'arrêt de travail a pu être long, il faut plusieurs semaines pour retrouver, je dirais, un rythme de travail relativement normal. D'accord, merci. Cela rejoint aussi une question. Voilà. Hop là. Deux de nos salariés ont été arrêtés pour pathologie à risque lors du premier confinement. À ce jour et depuis le début du second confinement, ils ne se sont pas manifestés. Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour Alors entrer en ça, contact? c'est une très bonne question, puisque si j'ai bien compris la question, ça veut dire que des salariés vulnérables sont restés au poste de travail, même au cours de la deuxième vague. Ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés et depuis la première vague, et il n'y a toujours pas de manifestation, de prise de contact vers l'employeur. Donc ils sont en arrêt donc chronique, je dirais, depuis la première vague. Oui. D'accord. Donc oui, alors là, on peut être dans la désadaptation quand même, voilà, aux professionnels. Donc avec des arrêts qui sont longs, soit en arrêt maladie, soit en activité partielle. Donc il y a un risque de désadaptation professionnelle. Alors l'employeur peut quand même prendre contact, en leur proposant que les salariés prennent contact avec l'employeur, et puis donner l'information aussi que les salariés peuvent solliciter le médecin du travail, mais on ne pourra pas les obliger. Mais par contre, leur donner cette information-là, parce que parfois les salariés n'ont pas cette information,
Là, je dirais que au niveau du virus, on a quand même une incidence qui est en train de baisser, et bien heureusement, et on espère que ça va continuer. On a quand même des mesures de prévention qui sont de plus en plus efficaces au niveau des postes de travail, hein, puisque quand même, il faut le dire, hein, les entreprises ont vraiment bien joué le jeu sur l'application des mesures de prévention par rapport au Covid. Donc, ce sont des éléments aussi qui pourraient rassurer ces salariés. Moi, je pense qu'il faudrait essayer de faire, enfin, et puis aussi les médecins de soins, c'est important aussi qu'ils disent à leurs patients, bah, vous pouvez reprendre contact quand même avec votre employeur pour faire le point. Et puis également, je pense que le médecin du travail et son équipe a toute sa place auprès de ces salariés qui sont en arrêt depuis le début de la crise, quoi. Alors, une précision. Excusez-moi, pardon, Marina. Pardon. Si ces salariés ont des difficultés aussi, des freins à lever par rapport à leur retour à l'emploi, l'employeur peut aussi informer que le service social de la CARSAT existe et qu'ils peuvent être accompagnés pour lever ces freins et mettre en place des dispositifs de sécurisation de retour à l'emploi. Peut-être parfois un essai encadré qui peut aller jusqu'à 14 jours permet de sécuriser aussi cet aspect du retour au travail. Merci. Une question qui rejoint un petit peu le processus de l'arrêt depuis la première vague. Comment faire lorsqu'un salarié qui s'est déclaré vulnérable lors de la première vague ne souhaite plus l'être, ou en tout cas ne se manifeste pas lors de la seconde vague? Oui. D'accord. Donc, alors, en effet, on a eu des situations de ce type-là, hein, où les salariés vulnérables n'étaient pas au travail au cours de la première vague, et l'étaient par contre de la deuxième vague. Et c'est vrai que même des médecins du travail m'ont sollicité à ce sujet, parce que les médecins du travail connaissaient ces salariés et savaient qu'ils étaient au travail, donc étaient inquiets et ne trouvaient pas ça forcément très logique, puisque une partie de la population quand même était confinée. Mais à partir du moment où ces salariés vulnérables ont eu l'information de la part de leur médecin, je pense, de leur médecin de soins, également du médecin du travail, nous avons laissé ces salariés qui souhaitaient rester au travail, donc bien sûr avec des mesures de prévention adaptées au poste de travail. Très bien, merci. Alors, hop là. Ah, j'ai une remarque, une information. Le service social intervient également à partir des requêtes d'arrêt de travail à 60 jours d'arrêt. C'est une information de la CNAM. Merci. Tout à fait. Muriel, peut-être tu peux compléter le... Oui, je peux compléter. Enfin, dans de nombreux départements, le service social bénéficie de requêtes sur les bases de l'assurance maladie et fait une offre de service aux personnes qui sont en arrêt de 60 jours et plus. C'est donc une offre de service. Elle se met à disposition. Le service social se fait connaître et la personne peut saisir ou non le service. On lui recommande évidemment de le faire. Merci. Il y a beaucoup de questions. On arrive à l'issue de notre temps de parole prévu. De toute façon, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, faute de temps, vous aurez une réponse par mail individuelle puisqu'on a vos coordonnées. Nous vous enverrons également la bibliographie que vous voyez ici s'afficher. Comme ça, vous pouvez directement aller sur ces sites-là. Ils vous apporteront toute l'information nécessaire.
Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, à vous remercier de votre présence et des nombreuses questions qui ont été posées. Merci à vous et puis à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.